Bienvenue dans cette dernière vidéo, donc l'épisode 12 de cette série Créer votre première application web en PHP orienté objet. Dans cette vidéo, on va parler de la migration et du déploiement d'un site web sur un serveur en ligne. Normalement, quand vous développez en local et lorsque vous êtes prêt à diffuser votre site web ou votre application web à vos internautes ou à votre communauté, vous passez par un serveur en ligne ou alors vous ouvrez les ports de votre pare-feu pour que votre site web soit accessible depuis l'extérieur via le NAT. Ça, j'en parle dans cette vidéo et j'en parle aussi dans cette vidéo. Mais cela, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va parler des systèmes d'hébergement classiques. Donc, j'en ai repéré deux. Le moins cher, sans être sponsorisé, c'est Ionos. Avec 1 euro hors taxe à peu près 1,20 € par mois, vous pouvez avoir un petit VPS à vous. Donc, vous installez un petit serveur Apache, une petite base de données. Vous avez très peu de stockage, mais ça suffit pour tester une petite application web avec très peu de visiteurs. Et vous avez aussi en gratuit Always Data, donc un service d'hébergement qui propose gratuitement un petit VPS avec moins d'options. Vous êtes moins libre sur votre serveur parce que c'est un serveur dédié, il est partagé avec d'autres. C'est l'option que je vais retenir aujourd'hui puisqu'elle est gratuite. Je ne suis pas sponsorisé par Always Data, mais c'est largement suffisant pour mettre sa base de données et configurer son serveur Apache dans de bonnes conditions pour pouvoir tester son application web et la diffuser sur Internet. Eh bien, allons-y, commençons par inscrire son compte sur un service d'hébergement gratuit. Moi, j'ai choisi Always Data. Alors, il y a plusieurs étapes pour migrer un site de votre serveur local vers un VPS en ligne. Il y a des grandes étapes à respecter qui sont les suivantes. La première grande étape, ça va être de bien versionner son site, donc via GitHub, de bien le mettre à jour sur GitHub et de bien exporter sa base de données dans un fichier SQL pour pouvoir l'importer dans son nouveau serveur. Donc ça, c'est les deux choses principales parce que sinon, on n'a pas de site à exporter. Tous les liens internet de vos sites web vont changer puisque vous ne serez plus sur la même IP ou sur le même nom de domaine. Donc tous vos liens vont changer. Il va falloir trouver une technique pour avoir le moins de modifications à faire et on verra dans cette vidéo quelles sont les différentes techniques. Et puis aussi la gestion des mots de passe puisque quand vous passez en production, vous n'avez plus de mots de passe de style root. Du coup, vos mots de passe, vous devez les mettre en clair dans votre code et il faudra peut-être trouver une technique pour ne pas afficher ces codes sur GitHub. Donc avoir un fichier caché qui ne fait pas partie du versionning GitHub, notamment avec la config commande gitignore. Sur Always Data, quand vous vous connectez, il vous demande une adresse email, un mot de passe, donc là je vais mettre un mot de passe et je vais créer mon profil en cliquant sur le bouton. L'avantage de Always Data et son inconvénient, c'est qu'il propose gratuitement un service sans avoir besoin de donner votre carte bancaire. Par contre, tant que vous n'avez pas montré patte blanche, vous n'avez pas montré votre carte d'identité ainsi que votre carte bancaire, le système vous bride un peu au niveau du débit et de la bande passante. Si on décide de l'offre, donc l'offre gratuite sans MO, le nom déterminant l'adresse du sous-domaine, donc on peut avoir un sous-domaine pour Always Data, donc là je vais mettre halluciné-like, alors que en minuscule. Alors là c'est pas le mot de passe du compte, c'est le mot de passe du serveur. J'accepte les conditions claires, je valide. Une fois que vous arrivez dans votre compte, vous avez l'espace 10, web, le nom de domaine, la gestion des emails, les bases de données, les accès distants FTP, SSH, donc ça c'est plutôt intéressant. On a quand même un accès SSH, et puis après vos profils, vos permissions, etc. Donc il y a le minimum vital pour un serveur web, donc c'est un serveur Debian. On va commencer, si vous voulez bien, par l'importation de la base de données. Ça se déroule en 3 étapes. Première étape, c'est de créer une base de données vide dans le nouveau serveur. Deuxième étape, ça va être d'exporter votre base de données dans un fichier SQL. Troisième et dernière étape, bien sûr, l'importation de ce nouveau fichier SQL dans votre nouvelle base de données. Donc au niveau de Always Data, pour créer une base de données, eh bien, on va dans le champ base de données, on choisit la base MySQL, même s'il propose 4 serveurs de base de données différentes. On va cliquer sur ajouter une base de données. Donc il impose, comme c'est sur un serveur dédié, il impose quand même le nom, vous verrez, pour éviter que les gens aient la même base de données. Donc je l'appelle halluciné-like _, il commande par ça, donc domaine. Et je termine par mon nom de base de données qui s'appelle TP Notefilm, s'appelle valide. Donc la base de données a été créée. Alors maintenant qu'on a une base de données, il va falloir créer l'utilisateur. Donc on va créer l'utilisateur, je vais l'appeler site web. Il a tous les droits. Valide. Pour accéder à la base de données, on va cliquer sur PHP MyAdmin et là on doit remettre l'utilisateur qu'on vient de créer. Okay, donc attention, il est précédé d'un numéro et puis le mot de passe. Et donc là on se retrouve avec notre base de données qui est créée, on n'a pas besoin de la créer et il n'y a aucune table. Donc ça c'est la création de la base. On va passer maintenant à la deuxième étape qui est l'exportation de la base de données depuis son serveur en local. Là c'est simple, on va se diriger dans notre PHP MyAdmin en local, donc vérifiez bien que votre adresse IP c'est celle en local. Vous allez cliquer sur votre base de données, donc moi c'était la base de données Notefilm avec mes 3
table user not film et je vais cliquer sur la base. Attention de ne pas cliquer sur une table mais bien cliquer sur la base et on va faire exporter. On va exporter la table par défaut en format SQL. Donc on exécute, on autorise le téléchargement et on va avoir un fichier qui se télécharge dans notre ordinateur qui va s'appeler notefilm.sql. Maintenant qu'on a passé cette deuxième étape, on va passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est l'étape d'importation de la base de données. Pour cela, on retourne sur sa base de données Always Data, donc la base de données de notre serveur distant. On clique sur la base et on va faire importer cette fois-ci. Il nous propose de choisir un fichier. On ne choisit aucune option, on reste en UTF-8 et on va choisir le fichier que l'on devait importer. On va transférer et normalement, il va nous importer tout le contenu de la base de données quand on appuie sur le bouton Go en bas. Voilà. Il exécute toutes les transactions SQL qu'il y avait dans le fichier. D'ailleurs, l'importation d'une base SQL, c'est simple, c'est toutes les requêtes qu'on a fait à la main ou via notre application qui sont reproduites dans le fichier pour être exécutées sur la base distant. Vous voulez, je peux vous montrer à quoi ressemble le fichier. Le fichier est le suivant, vous regardez, ce sont des insert into, des create table, des insert dans la table, create table, des tout. Donc on crée la table, on insère les données, on crée la table, on insère les données, il fait les jointures, etc. Donc tout est marqué dans le fichier. On peut vérifier que la base s'est bien apportée en cliquant sur notre table, par exemple user dans notre serveur distant, et on trouve bien mon adresse mail avec mon login que j'avais dans l'autre base. Alors attention, si vous faites des exports d'une base de données de type MySQL vers MariaDB avec une version différente, vous pouvez avoir des soucis. Là, il faut bien faire attention que le serveur web que vous sélectionnez, c'est bien le même serveur de base de données que vous avez entre votre système local et votre système distant. Si les serveurs de base de données sont différents, c'est pas trop grave, mais si vous prenez deux serveurs de base de données Microsoft SQL et MariaDB, vous risquez d'avoir des petits problèmes et là, il faudra peut-être faire les insertions à la main ou modifier les fichiers à la main, mais ça c'est à plus haut niveau. Dans votre cas, normalement vous avez sélectionné les outils de base que je présente dans ces vidéos. Vous utilisez MariaDB ou MySQL, serveurs qui sont le plus souvent fournis par les serveurs d'entrée de gamme au niveau distant. Maintenant qu'on a la base de données importée, on va passer à l'importation de l'application web. L'application web doit être à jour dans GitHub et on va s'en assurer dès maintenant. On va retourner dans VS Code sur notre functioning et on va committer nos dernières modifications. Moi, ma dernière modification, c'est index.php sur le fichier, en bas, bien. C'est que j'ai rajouté épisode 12 terminé. On peut le voir sur mon site web qu'il a bien été en local. Je suis toujours en local, j'ai bien épisode 12 terminé. Je commit en mettant un petit commentaire pour dire que fin du projet en local. Mais le commit, attention, ce n'est pas la dernière étape. La dernière étape, ça va être le push sur GitHub. Donc il faut s'assurer que déjà son projet est clean au niveau des repositories, que vous avez toujours bien commité et poussé de temps en temps pour ne pas avoir de trop d'écart entre ce qu'il y a sur GitHub et ce qu'il y a sur le local. Si vous n'avez pas la bonne mécanique, je vous invite à revoir la vidéo ici sur comment mettre son projet sur GitHub. Je clique sur synchronisation change qui va me permettre de pousser mes informations sur GitHub. Donc je vérifie bien sur mon GitHub que j'ai bien mon dernier chez index.php avec le commit fin de projet il y a 4 minutes. Maintenant mon site est à jour sur GitHub. On va passer maintenant à l'importation de ce site sur Always Data. Sur Always Data, il faut aller sur site web et vous avez votre site qui possède déjà un nom de domaine qui est le nom de création que vous avez mis tout à l'heure. Donc moi c'est hallucinelike.alwaysdata.com. Et si je clique dessus, pour l'instant, je n'ai rien puisque je n'ai rien déposé encore sur le site. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de connecter en SSH pour aller bidouiller sur mon serveur Apache. L'avantage de Always Data, le côté sympa, c'est que le SSH, je suis pas obligé de faire une invite de commande depuis mon ordi, je peux directement passer par le web. Ça, c'est très bien si on est bloqué par un pare-feu de son école ou de son entreprise. Pour se connecter, c'est assez simple, il faut créer un utilisateur. Moi je reprends hallucinelike, je lui mets un mot de passe. Il va aller directement dans le répertoire Home. Il faut activer la connexion par mot de passe ici et valider. Normalement, quand je clique sur SSH par site web, j'accède à cette nouvelle fenêtre où je peux mettre mon login, donc hallucinelike dans mon cas, le nom de mon site, et le mot de passe que j'ai rempli tout à l'heure. Donc maintenant je suis connecté et là j'ai accès à une Debian de base. Donc vous voyez, il me propose directement de me connecter dans mon répertoire Home et le serveur est configuré pour que le dossier www ne se situe pas dans var www parce que vous n'avez pas accès à ça, d'accord, comme d'habitude. Eux, dans leur paramétrage de serveur, puisque c'est un serveur dédié, c'est-à-dire qu'il appartient à tout le monde, nous, nos fichiers sont dans www.
on fait CD pour revenir dans notre répertoire principal. On va faire CD www. Et là, on a notre fameuse page index.html qui correspond à ce qu'on a trouvé tout à l'heure quand on a fait notre site, c'est-à-dire Always Data, etc., etc. Je peux m'amuser à modifier à la main. Si je modifie cette ligne-là, the website machin ici, the website is hosted by Rapshow, CTRL-X pour sauvegarder, Y sauvegarder, et si je retourne sur mon site, voilà, this website is hosted by Rapshow. Donc c'est bien en train de modifier mon index, voilà, qui est ici, qui correspond à mon site. Je n'en veux pas, donc je vais le remove, d'accord. Donc là, il n'existe plus. Si je clique ici, je n'ai pas d'accès, je n'ai pas de fichier index. Je vais maintenant devoir importer mon projet GitHub. Donc pour ça, c'est simple, il suffit de cloner son répertoire GitHub. On prend l'adresse de son repository. Clic droit, passe form je mets ici pour copier-coller, c'est plus simple. Et je dis qu'il se copie à la racine. Git clone, machin, avec le point, pour pas qu'il me copie le dossier tp-notefile, mais qu'il me copie le contenu de mon site directement dans www. Maintenant, si dans w, si je fais ls, j'ai bien ma page index.php avec ma session et tout ce que j'avais avant. Normalement, si j'exécute mon site maintenant, je vais avoir plein d'erreurs. Quoi? Parce que j'ai pas configuré ma base de données, mon lien entre la base de données et mon site web. Comme je suis sur un nouveau serveur, mes accès et mes IP de base de données ne sont plus les mêmes. Je dois donc modifier un fichier qui s'appelle le fichier session.php dans notre cas. Mais attention, si je modifie session.php, à chaque fois que je vais faire un git clone, il va être écrasé puis mon site. Donc la meilleure solution quand même, c'est de doubler la ligne en mettant un commentaire. Soit c'est en local, je commente la ligne en distance, soit je suis en distance et je commente la ligne en local. Donc je vais vous montrer comment. Il faut se rendre dans VS Code. Donc comme vous pouvez le constater, dans session.php, j'ai toutes ces informations qui correspondent à mon serveur en local. Ces variables-là sont définies en local. Pour l'instant, c'est très bien. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer cette ligne-là et je vais l'utiliser pour faire en sorte qu'elle se connecte aussi sur Always Data. Donc là, comme je travaille en local, je laisse en commentaire ici pour que le site puisse continuer à marcher en local. Mais quand je serai en distance, j'irai juste modifier le commentaire et je pourrai passer en distance. C'est-à-dire, voici comment faire pour se connecter. L'IP du serveur, ce n'est plus une adresse IP, on connaît notre serveur, c'est celle-là. Nom.mysql, mysql allociné-like. Dans mon cas, je la mets à jour. Ici. Le nom de la base, allociné-like, tp-notefile. Le login et le mot de passe, j'avais mis la même chose, site web et site web. Donc ça, je peux le laisser. Maintenant que j'ai fait ça, je vais devoir refaire la même procédure. C'est-à-dire que je vais devoir commit, push, vous verrez après la magie. Donc là, je sauvegarde. Alors, le problème de cette technique, c'est qu'elle est vraiment pas sécurisée puisque vos mots de passe vont se retrouver dans GitHub. Donc maintenant, je vais vous montrer la deuxième technique, la plus propre, qui est de faire un petit fichier avec ces informations de config. Mais ça, vous allez ne pas le mettre dans GitHub et on va utiliser le mot-clé gitignore pour qu'il soit ignoré du GitHub. Et ce fichier-là, on devra le créer manuellement dans l'autre serveur distant. Comme ça, sur notre serveur distant, on aura nos mots de passe et sur nos serveurs locaux, on aura nos mots de passe. C'est parti pour la démonstration. Donc ici, j'avais ça, je vais faire en fait inclure un fichier qui s'appelle bdd.php. Je vais supprimer mes logins et mots de passe. Et dans bdd.php, un fichier bdd.php que je crée, je vais mettre les informations de serveur local et de mon serveur distant. Je sauvegarde et je vérifie déjà que ça marche forcément sur mon site web. Comme j'ai fait juste que l'inclusion d'un fichier, je n'ai pas de problème pour me connecter. Ma base de données continue de fonctionner alors que j'ai fait juste l'inclusion de fichier qui lui possède mes informations. Je vais mettre à jour session, mais ici en fait je vais cliquer sur add to gitignore. Ça veut dire que je vais rajouter ce fichier voilà, dans un gitignore. Je mets aussi à jour l'ignore et ensuite je commit le tout et je mettrai tout sur GitHub. Maintenant, j'ai un fichier bdd.php qui n'est plus sur GitHub, qui a été ignoré du versionning de Git. Donc, je vais devoir le créer manuellement sur Always Data, directement en ligne de commande SSH, grâce à la commande nano. C'est parti. Pour l'instant, le n'existe pas. Je fais un nano bdd.php. Ici, je vais coller tout ce que j'ai copié de ma page. C'est pas juste site web, c'est le user imposé par Always Data. Et je mets en commentaire l'accès local. Et je décommente la ligne correspondant ici à mes informations distantes. Puis maintenant, pour récupérer la dernière version, il suffit que je fasse un git pull pour avoir la dernière version à jour de notre site. Si vous ouvrez le fichier session.php avec la commande nano, vous devez voir la mise à jour avec l'inclusion de ce fichier de connexion dans votre formulaire. Si j'actualise mon site,
Et normalement, tout devrait fonctionner comme avant. Donc on va tester de se connecter avec mon login. On met le mot de passe que j'avais dans l'ancienne base de données. Donc là, on se log et on voit qu'on a bien réussi à se loguer. Donc notre site est bien en ligne. Vous avez maintenant l'adresse de mon application que je vais laisser du coup, puisque c'est gratuit, je vais la laisser pour que vous puissiez voir le code et puis l'intégration finale en ligne. Il reste une dernière étape importante, c'est le paramétrage des mails. La fonction mail a été utilisée, mais il n'y a aucun paramétrage de boîte mail derrière la fonction mail au serveur par défaut. J'ai bien un email qui a été envoyé. Du coup, il y a des incohérences, fait que ce n'est pas considéré comme un mail propre. Je vais modifier des options dans mon code. C'était dans la fonction creator. Et à l'étape 4, j'ai envoyé un mail. Et voilà, c'est ici que le mail, au niveau des paramètres, je dois modifier certaines choses. Donc là, par exemple, from, je vais mettre le nom alwaysdata.net. Ah non, c'est bon. Donc mon mail a bien été reçu, vous voyez, à partir de alwaysdata.net. Donc en fait, ce qu'il faut pour être bien en accord avec votre serveur distant, pour ne pas être dégagé tout de suite, bien respecter le fait dans votre mail que vous avez bien, vous mettez no reply, arrobase et le nom du serveur qui envoie le mail. Donc moi, comme c'est alwaysdata dans mon cas, il faut bien que je mette que dans le leader que c'est from alwaysdata, pour pas que ce soit considéré comme spam, puisque comme vous pouvez le constater, le truc est bien envoyé par alwaysdata.com. Bon, c'est un TP, donc il n'est pas fonctionnel à 100%. Il manque pas mal de choses. Déjà, il manque quelque chose de très important. Un gros travail sur la sécurité, parce que là, il y a zéro sécurité. Ça veut dire que si vous voulez vous amuser à planter le site, c'est facile. Avec un peu de malice, on y arrive. Je pourrais revenir dans une semaine pour dire, bah voilà, j'ai laissé le site pendant une semaine sans protection, et il est complètement cassé. Donc ça, c'est déjà une étape très importante. Deuxième étape très importante négligée durant ce TP, c'est le user experience. Donc c'est un métier, hein. C'est comment faire en sorte que l'utilisateur, une fois qu'il arrive sur votre site, soit guidé de la plus simple des manières et que ça soit vraiment intuitif pour vous d'utiliser l'application. Là, on ne sait pas trop où il faut cliquer. Des fois, il faut mettre des URL à la main pour entrer dans les options que j'ai développées. Donc, voilà, c'est pas fait non plus pour être en production à 100%. Là, on montre juste comment publier un site en ligne. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos sur la sécurité, d'autres vidéos sur les user experience. N'hésitez pas à me suivre pour être informé de ces nouveautés qui vont arriver au courant de l'année, selon les cours que je fais avec mes élèves. Voilà, à bientôt. Yeah.